Bonjour, dans cette capsule, on définit l'abscisse curviligne d'une courbe paramétrée et on donne quelques-unes de ses applications. On considère une courbe C paramétrée par une fonction vectorielle R. On définit son abscisse curviligne, qu'on note S, comme étant l'intégrale de A à T de la norme du vecteur tangent R'. Maintenant, examinons plus en détail cette formule. D'abord, les bornes de l'intégrale. La borne inférieure, c'est A, qui est l'extrémité gauche de l'intervalle du paramètre. On pourrait dire que ça correspond à l'instant initial. La borne supérieure, c'est T, qui est une variable qui peut prendre des valeurs entre A et B, et donc on peut dire que c'est un instant quelconque. L'intégrante maintenant, c'est la norme du vecteur R', et ici qu'on a exprimé en fonction de la variable U, et on intègre par rapport à du. La raison pourquoi on choisit U, c'est simplement parce que T, qu'on avait déjà employé, est déjà utilisé dans les bornes. Et donc, pour éviter la confusion, on intègre par rapport à U. Et comme la variable d'intégration, c'est une variable muette, le nom qu'on lui donne n'a pas d'importance. À part ces deux différences, on voit que l'intégrale qui définit l'abscisse curviligne S, c'est la même que celle qui donne la longueur d'une courbe. C'est pourquoi S, on voit que c'est la distance le long de la courbe entre les points R de A et R de T. Ici, il est important de noter que la distance entre ces deux points, elle est mesurée le long de la courbe. Une autre façon d'interpréter S, c'est en termes de trajectoire. Donc, dans ce cas-là, S, c'est la distance parcourue le long de la trajectoire C, de l'instant initial A jusqu'à un instant quelconque T. Maintenant, il est possible d'utiliser S comme paramètre pour une courbe. Donc, on dit qu'on peut paramétrer ou reparamétrer une courbe en fonction de son abscisse curviligne. L'intérêt de ça, c'est que une courbe paramétrée par son abscisse curviligne, on dit qu'elle est paramétrée de façon intrinsèque et que la paramétrisation ne dépend que de la forme et des caractéristiques géométriques de la courbe et non pas de la façon dont elle est parcourue. Pour mieux comprendre, voyons une interprétation intuitive et un peu plus concrète. Donc, supposons que je me déplace selon une trajectoire connue. Dans le premier cas, après un certain temps, je téléphone pour dire « Je suis parti depuis 30 minutes » et je pose la question « Où suis-je » Bien sûr, ici, c'est impossible de connaître ma position actuelle en sachant seulement depuis combien de temps j'ai parcouru la trajectoire. Pour connaître ma position, il faudrait savoir comment j'ai parcouru la trajectoire. Donc, par exemple, il faudrait connaître ma vitesse. Dans le deuxième cas, après un certain temps, je téléphone et je dis « J'ai parcouru 5 km le long de ma trajectoire » et je pose la même question « Où suis-je » Ici, les choses sont différentes et bien sûr, vous pouvez répondre à cette question. Si vous connaissez ma trajectoire et la distance que j'ai parcourue le long de cette trajectoire, il est facile de déterminer ma position actuelle. Le premier cas correspond à une paramétrisation quelconque. Donc, on pourrait dire ici, on paramétrise par le temps ou un paramètre autre. Dans le deuxième cas, ça correspond à une paramétrisation de ma trajectoire en fonction de l'abscisse curviligne. Donc, on voit ici la distinction entre ces deux paramétrisations. Maintenant, du point de vue plus calculatoire, voyons voir comment on peut reparamétrer une courbe donnée en fonction de son abscisse curviligne. Ici, on a choisi le tire-bouchon qu'on a vu à plusieurs reprises. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de remplacer le paramètre t, qu'on va dire un paramètre quelconque, par le paramètre s, l'abscisse curviligne. Pour le faire, la première chose, c'est de trouver une expression pour s en fonction de t. Donc, on se rappelle qu'on a déjà calculé, dans une vidéo précédente, la norme du vecteur R' pour le tire-bouchon, et on avait obtenu racine de 5 fois t, qui est une expression relativement simple. Dans ce cas-là, l'abscisse curviligne S,
c'est l'intégrale de 0 à t de la norme du vecteur R'. On remplace par l'expression qu'on connaît, ce qui nous donne racine de 5 fois u, et après intégration et évaluation aux bornes, on obtient que s, en fonction de t, c'est racine de 5 sur 2 fois t2. Maintenant, on peut isoler le t pour l'exprimer en fonction de s, dans le but plus tard de substituer dans l'expression qu'on connaît déjà pour c. Donc ici, si on isole t, en prenant la racine positive, puisqu'on considère des t plus grands que 0, on obtient que t, c'est racine de 2s sur racine de 5. Maintenant, on prend cette valeur de t en fonction de s et on substitue partout dans l'expression de r de t. Autrement dit, on remplace t par son expression en s. On obtient finalement une reparamétrisation de c en fonction de son abscisse curviligne. Donc on voit ici qu'on obtient une expression qui semble plus compliquée que l'expression précédente qui nous était donnée. Effectivement, c'est le cas. Et ça nous montre que, en fait, la paramétrisation par l'abscisse curviligne, ça serait utile, mais en pratique, ça implique des calculs qui peuvent être difficiles ou même impossibles, et donc que l'abscisse curviligne et la reparamétrisation par l'abscisse curviligne, ça reste un outil plutôt théorique. On verra dans un instant à quoi ça peut servir. Avant, on va réécrire la formule pour la longueur d'une courbe en fonction de S. Donc ici, on écrit S, son expression qui vient de la définition, et selon le théorème fondamental du calcul, celui qu'on a appris dans un premier cours de calcul, si je dérive l'intégrale, ce que j'obtiens, c'est la fonction à intégrer. Et donc ici, S, qui est fonction de t, puisque t apparaît dans la borne de l'intégrale, S est une fonction de t qu'on peut dériver. Selon le théorème fondamental du calcul, ça me donne norme de R' de t. Maintenant, si ça c'est la dérivée de S, ds, sa différentielle, c'est l'expression norme de R' de t fois dt. Norme de R' de t fois dt, on se rappelle que c'est exactement la chose qu'on intégrait pour obtenir la longueur d'une courbe. Et donc, la formule pour la longueur, on peut la réécrire en fonction de S, comme suit. Donc, la longueur d'une courbe, c'est l'intégrale de A à B de ds. En fait, ici, on pourrait voir cette intégrale comme étant une intégrale par rapport à S, c'est la variable d'intégration, et la fonction à intégrer, c'est 1. Donc ici, la longueur d'une courbe, c'est l'intégrale par rapport à S de la fonction constante 1. Pour cette raison, on interprète ds comme étant un petit élément de longueur, et cette interprétation va nous servir plus tard quand on va définir des intégrales curvilignes quelconques. Maintenant, une application de l'abscisse curviligne, c'est une application géométrique, et ça concerne la courbure d'une courbe. Donc, intuitivement, la courbure d'une courbe, c'est la façon dont la courbe se replie sur elle-même. Donc, une autre façon de le dire, peut-être un peu plus rigoureux, c'est de dire que la courbure, c'est le taux de variation de la direction de C par rapport à la distance parcourue le long de la courbe. Maintenant, la direction d'une courbe est donnée par son vecteur tangent unitaire. La distance parcourue le long de la courbe, c'est donné par l'abscisse curviligne S. Donc, une façon plus précise d'exprimer ce qu'on vient de dire, c'est de dire que la courbure, c'est la dérivée du vecteur tangent unitaire par rapport à l'abscisse curviligne. Et donc, ça nous mène à la définition de la courbure pour une courbe paramétrée par une fonction vectorielle R, et si on appelle S son abscisse curviligne, la courbure de C, c'est la fonction scalaire qu'on définit comme étant norme de la dérivée du vecteur tangent unitaire t par rapport à l'abscisse curviligne S. Maintenant, quelques remarques. D'abord, le vecteur tangent unitaire à une courbe dépend du paramètre. Donc ici, si on dérive par rapport à S, c'est donc que
on a supposé que la courbe était paramétrée en fonction de l'abscisse curviligne. Deuxièmement, puisque t est fonction de s, la dérivée aussi, et la norme de la dérivée également. Ce qui fait que ici, même si on ne l'écrit pas explicitement, la courbure, c'est une fonction de s. Finalement, le symbole qui désigne la courbure, c'est quelque chose qui ressemble à k, mais c'est en fait une lettre grecque qu'on appelle kappa. Donc la courbure, c'est kappa de s, la norme de la dérivée du vecteur tangent unitaire par rapport à l'abscisse curviligne. On va appliquer cette notion à l'étude du mouvement dans l'espace. Avant de poursuivre, je voudrais faire une remarque. L'étude du mouvement dans l'espace, ça constitue la matière de la section 8.4 de votre livre, et cette section, elle est facultative. Et donc ici, on ne fait qu'effleurer le sujet, et le but ici, c'est de montrer comment on peut appliquer la courbure, et donc à quoi l'abscisse curviligne pouvait nous servir, puisqu'on définit la courbure en fonction de S, et simplement rappeler qu'une interprétation physique d'une courbe paramétrée, c'est la trajectoire d'un objet en mouvement. On n'en dira pas plus, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez lire la section 8.4. Donc on poursuit en se disant que pour cette section, le contexte, ça sera le suivant. Une courbe paramétrée par une fonction r, c'est une trajectoire d'un objet qui est en mouvement. À ce moment-là, comme on l'a déjà vu, r de t, c'est la position de l'objet à l'instant t. Maintenant, la dérivée de la position par rapport au temps, r', c'est la vitesse. Ici, la vitesse, on peut aussi la nommer, pour être plus explicite, v. La vitesse, on sait que ça possède une grandeur, mais aussi une direction et un sens, et donc c'est un vecteur. Si on dérive la vitesse par rapport au temps, ce qu'on obtient, c'est le taux de variation de la vitesse, l'accélération. L'accélération, c'est donc la dérivée seconde du vecteur position, qu'on va noter pour être plus explicite par a avec une flèche, puisque, encore une fois, l'accélération a une grandeur, un sens et une direction, c'est donc un vecteur. Maintenant, ces notions sont relativement élémentaires et on peut refaire la cinématique avec un point de vue courbe paramétrée. La dernière chose que je voudrais faire, c'est exprimer l'accélération en termes de ses composantes dans deux directions par rapport à la courbe. Et pour ça, on a besoin de deux définitions supplémentaires. D'abord, v de t, la vitesse scalaire, c'est simplement la norme du vecteur vitesse. Autrement dit, v de t sans la flèche, c'est la grandeur de la vitesse sans considérer son sens ou sa direction. Et a de t, c'est la même notion, c'est-à-dire une fonction scalaire qu'on obtient en prenant la norme du vecteur accélération. Maintenant, toutes ces notions se retrouvent dans la formule qui est ici, qui nous donne les composantes de l'accélération. Donc, si on examine la formule, cette formule nous dit que l'accélération, qui est un vecteur, peut être décomposée en deux parties. Une partie dans la direction de t, le vecteur tangent unitaire, autrement dit, une partie dans la direction de la courbe ou du mouvement. Et la deuxième partie, c'est dans la direction du vecteur normal unitaire, donc dans une direction perpendiculaire au mouvement. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que physiquement, on peut interpréter les deux fonctions qui multiplient t et n, qui sont les composantes de a dans les directions de t et de n. D'abord, pour le premier terme, on a la dérivée de la vitesse scalaire. La vitesse scalaire, si vous imaginez que vous promenez en voiture sur une route, c'est la vitesse qu'on lit au compteur. Et donc, on pourrait dire dans un certain sens que v', c'est la variation de la vitesse scalaire, et c'est donc l'accélération qu'on ressent quand on appuie sur l'accélérateur dans une voiture. On le sent physiquement parce qu'on se sent enfoncé dans le siège. Maintenant, le deuxième terme,
La composante dans la direction normale, c'est un produit de deux fonctions, kappa, la courbure, et le carré de la vitesse scalaire. Cette accélération normale, on la ressent seulement du point de vue physique lorsque la courbe a une courbure, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas en ligne droite. Toujours dans l'exemple de la voiture sur une route, si vous vous déplacez sur une route qui est rectiligne, on ne va pas ressentir cette composante. Par contre, dès qu'on prend une courbe, on la ressent physiquement, puisqu'on est déporté d'un côté ou de l'autre, et c'est comme ça qu'on peut faire l'expérience de la composante normale de la vitesse, de l'accélération. Encore quelques remarques. On voit que plus la vitesse scalaire varie rapidement, plus l'accélération dans la direction du mouvement, dans la direction de t, est grande. Et pour le deuxième terme, l'accélération normale, on la ressent plus si on tourne selon une courbe très serrée, donc avec une grande courbure. Si la courbe a une petite courbure, par exemple proche d'être rectiligne, cette accélération normale, on la ressent moins. Pour ce qui est de la composante normale, on a aussi la vitesse au carré, ce qui nous dit que pour une courbe sur la route, si on la prend à une certaine vitesse, on va la ressentir. Si on la prend à une vitesse qui est par exemple le double, on va ressentir cette composante 4 fois plus. Pourquoi 4 fois? Bien parce que si on va 2 fois plus vite, le carré de la vitesse est 4 fois plus grand. Dernière remarque qu'on peut faire sur cette formule, c'est que ici, on parlait d'une route dans l'exemple que je donnais, mais la trajectoire ici peut être une trajectoire d'un objet en mouvement dans l'espace, et donc une trajectoire qui est représentée par une courbe en 3 dimensions. Malgré tout, le vecteur accélération a toujours seulement deux composantes, une composante en t et une composante selon le vecteur normal n. Autrement dit, le vecteur a est dans le plan engendré par t et n. Ce plan, on l'appelle le plan osculateur de la courbe. Et il n'y a pas de composante dans une troisième dimension qui serait perpendiculaire à ce plan. Une façon de voir ça, c'est que si on se promène sur une route qui est plane et qu'on appuie sur l'accélérateur, il n'y a aucune chance qu'on se mette à s'envoler. Donc, on voit ici que, avec les notions qu'on a vues, dans cette vidéo et dans les précédentes, on est capable d'interpréter certaines formules de la cinématique. Je le répète, cette section elle est facultative, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire la section 8.4 de votre livre. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.